quand j'étais petite, j'avais peur que la montagne s'écroule. C'est quelque chose qui a commencé lors de trajets en voiture avec mes parents pour aller voir mes grands-parents. On longeait une falaise et j'avais peur que cette falaise s'écroule. Et du coup, je m'arrangeais pour être de l'autre côté de la falaise dans la voiture, ce qui était stupide parce que s'il y avait un rocher qui était tombé, il ne serait pas forcément tombé du côté le plus proche de la falaise. Mais voilà, bon, j'avais vraiment très peur que ça s'ébroule ou que ça s'écroule. Et ensuite, adulte, j'ai habité le Vercors et on devait emprunter des routes comme ça, des routes à flanc de falaise, notamment les grands goulets qui sont faits d'encorbellement taillés à même la montagne et c'est très vertigineux. On est vraiment au milieu d'une très très grande pente. Aussi bien en dessous qu'en dessus de nous, c'est vraiment à pic. Et j'étais pas très rassurée. Ce sont des endroits d'ailleurs où on ne peut pas se croiser en voiture. Alors, ces deux endroits dont je parle, le Vercors et la falaise de mon enfance qui est en dessous du pas de l'Escalette, ils sont quasiment plus empruntés en voiture puisqu'il y a des tunnels qui les remplacent. C'est presque des peurs qui ont disparu. Mais bon, voilà, je les ai vécues. Et quand j'étais dans le Vercors, ma fille a pris le relais de la peur. Moi, je n'osais peut-être pas trop le dire que j'avais peur. Et j'avais quand même, je crois, un peu moins peur. Et elle disait, ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. Et je la rassurais en lui disant, mais non, sinon on ne nous laisserait pas passer s'il y avait des menaces et tout. Et c'était faux, puisque il y a tout un pan de la montagne qui est tombé sur une voiture, qui a été complètement engloutie dans la masse de cette montagne quand nous étions là-bas dans le Vercors. Et le bruit s'est fait entendre à des kilomètres, la secousse aussi. Donc c'est quelque chose qui me hante un peu et dont j'ai un peu parlé dans les adolescents troglodytes en expliquant d'ailleurs quels étaient les travaux de confortement de ces falaises. Et c'est par rapport à cette peur que j'ai choisi de lire un extrait d'Arborance de Ramus. Non seulement l'éboulement de la montagne est très bien décrit, mais cette langue qui décrit cette émotion première, voire la seule véritable émotion humaine selon moi qui est la peur, cette langue elle est en plus magnifique, comme si on pouvait faire de la beauté avec de la peur. Et du coup peut-être écarter cette peur, non pas l'écarter mais en faire autre chose. J'ai un petit peu du mal à en parler mais je vais le lire. Voilà. Ce Danzaindas, on dit, ça a commencé par une salve d'artillerie. Les 6 pièces de la batterie ont fait feu en même temps. Ensuite, disait-il, il y a eu un coup de vent. Ensuite, il y a eu une fusillade avec des éclatements, des craquements, des décharges qui venaient de tous les côtés. À croire qu'on nous tirait dessus, toute la montagne s'en est mêlée. Le vent avait ouvert la porte toute grande comme un coup de genou. Les cendres du foyer se sont mises à nous tomber dessus comme s'il neigeait dans le chalet. Nous, n'est-ce pas? Sur ce col, on n'est pas beaucoup au-dessous de l'endroit d'où l'éboulement s'est détaché, quoique un peu plus de côté et en arrière. Et le premier bruit avait été occasionné par la craquée du surplomb quand il était venu en bas. Après quoi, ça a été la guerre d'une chaîne à l'autre, d'une pointe à l'autre. Il y avait comme des tonnerres autour de chacune des cornes qui se succèdent en demi-cercle, de l'Argentine aux dents des Morcles, des Rochers du Vent à Saint-Martin. Ils étaient déjà debout. Ils étaient 3 et ne trouvaient pas leur briquet. Les bêtes qu'on avait rentrées pour la nuit mais qui n'avaient pas été attachées faisaient un grand remue-ménage dans les tables où elles menaçaient de tout renverser. Il a fallu d'abord que les hommes aillent mettre de l'ordre dans le troupeau. Ils avaient une lanterne à vitres de corne dont ils n'auraient d'ailleurs pas eu besoin à cause du beau clair de lune qu'il faisait cette nuit-là. Mais ils se sont bientôt étonnés de voir la lune qui noircissait légèrement, qui s'est flétrie, qui est devenue triste comme quand il y a une éclipse, pendant que la lueur de la lanterne devenait plus nette, au contraire, faisant un rond sur l'herbe courte devant leurs pieds.
C'est alors qu'ils avaient vu cette grande nuée pâle se lever en avant d'eux. Le silence peu à peu revenait. Elle a grandi de plus en plus derrière la crête qui leur masquait encore les fonds d'arborance, étant là comme un mur qui montait par-dessus un mur. C'était comme une grosse fumée, mais sans volute, plate. C'était comme un brouillard, mais c'était plus lent, plus pesant. Et la masse de ces vapeurs tendait vers en haut d'elle-même, comme de la pâte qui lève, comme quand le boulanger a mis la pâte dans son pétrin et elle gonfle dans le pétrin et elle déborde du pétrin. C'est la montagne qui est tombée. Les hommes toussaient, ils éternuaient, ils penchaient la tête en avant, essayant de s'abriter derrière l'aile de leur chapeau. Mais c'était une fine poudre, une impalpable poussière qui, étant suspendue partout, pénétrait tout. Et ils ont bien été obligés de s'y enfoncer quand même, car elle venait maintenant sur eux. Ils ont fait quelques pas dedans, puis encore quelques pas dedans. Ils s'arrêtaient. L'un d'eux-mêmes a dit « Est-ce prudent d'aller plus loin ?» Il disait « Est-ce que c'est solide ?» Et on risque bien de ne rien voir. Seulement, ils ont été poussés en avant par l'amour-propre. Ils ont été poussés en avant par la curiosité. D'ailleurs, les bruits se faisaient de plus en plus rares, de plus en plus espacés, de plus en plus sourds, de plus en plus intérieurs, comme au commencement d'une longue digestion. Ils venaient à présent d'au-dessous de vous et comme du dedans de la terre, de sorte que les trois hommes ont pu facilement s'avancer jusqu'au bord du vide, là où il y a le col. Ils ne voyaient rien, ils voyaient seulement cette masse blanche qui remuait. Ils étaient tantôt privés de toute vue, tantôt par une faille ou une déchirure qui se faisait dans ces vapeurs, ils les apercevaient elles-mêmes, mais elles cachaient tout. Elles cachaient non seulement le fond de la combe, mais les parois qui l'entouraient. Et ainsi on ne pouvait pas distinguer d'où l'éboulement s'était détaché, et on ne pouvait pas le distinguer lui-même. On ne distinguait rien toujours que ces buées, comme quand on regarde dans une cuve à lessive. On ne distinguait rien que leur confusion même, vaguement éclairée par la lune et comme roussie par elle, qui était rousse dans le ciel, puis disparaissait dans le ciel, puis est reparue, encore une fois. La lanterne qui était posée à côté des hommes pâlissait, puis reprenait de la force, puis pâlissait de nouveau. Ils s'étaient couchés à plat ventre, ne laissant dépasser que le haut de leur figure, c'est-à-dire le front et les yeux. Il y en a un qui a dit « Combien penses-tu qu'ils étaient ?» Ma foi. Le troisième a dit « Savoir s'ils étaient déjà tous montés ou non. Une quinzaine, une vingtaine. » S'étant habitué maintenant à peu près au manque d'air, bien que toussant encore par moments, ils se tenaient là, ayant commencé une conversation à voix basse, et ça grondait sourdement sous eux pendant ce temps. Et comme ils avaient le ventre appliqué contre la montagne, ils entendaient avec le ventre les bruits de la montagne qui montaient à travers leur corps jusqu'à leur entendement.